à tous et bienvenue dans une nouvelle interview. Aujourd'hui, c'est une interview que j'attendais depuis des lustres avec Gaspard, aka Gaspard G. Bienvenue chez moi. Salut Alix, merci de m'accueillir, je suis trop content d'être là. Pour te présenter un peu, tu fais plein de choses sur YouTube, vulgarisateur. Alors, j'ai regardé ta page Wikipédia. Est-ce que c'est la meilleure source? Je ne sais pas. Il y a des trucs très approximatifs dessus. Tu sais comment ils te décrivent? Non. Ils mettent journaliste. Ouais, bah c'est un terme qui fait pas mal débat dans mon métier parce que y a plein de journalistes qui seront très contents de savoir que des vulgarisateurs, des jeunes qui font des trucs sur YouTube puissent se considérer comme tels. Et inversement, il y a aussi beaucoup de détracteurs à ce terme qui considèrent que c'est un terme qui est très balisé et qui ne peut pas être attribué à tout le monde. Par exemple, ce que tu fais là actuellement, si ça passait en télévision, probablement qu'on dirait que tu es journaliste. Est-ce que tu te sens, toi, Alice, journaliste? Non, et je vais te sortir une réponse que tu as faite, je crois que c'est sur France Inter, tu as dit « Je suis pas journaliste, je fais un travail journalistique ». Ouais, c'est ça. Et je me suis dit « Oh, je vais tellement le noter ». Ouais, c'est ça, c'est des petits éléments de langage comme ça non, pour pas froisser. Je suis d'accord avec toi, je pense que journaliste, quand tu dis que tu es journaliste, tu as fait des études de journalisme. J'ai pas fait d'études de journalisme. Moi non plus. Toi non plus? Non. T'as fait quoi, toi, comme... Moi, j'ai fait HEC Montréal, qui est une école de commerce au Canada. Mais j'ai pas, du tout étudié le journalisme. Après, il y a des très grands journalistes, on en parlera peut-être, mais Claire Chazal, typiquement, elle a fait HEC Paris, donc elle a pas fait d'école de journalisme non plus. Et pour autant, c'est peut-être la dernière star de l'info qu'on a eue en France, une espèce d'icône, tu vois, du journalisme. Mais alors, sur les réseaux, qu'est-ce que tu fais? Pour les gens qui te connaissent pas. Pour les gens qui me connaissent pas, je fais des vidéos pour expliquer et raconter un petit peu la complexité de l'actualité, du monde dans lequel on vit. J'essaye de donner des grandes clés de lecture. Là, je te fais une réponse très académique, mais des grandes clés de lecture aux gens qui me regardent pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et ce qu'ils peuvent lire dans la presse. Donc ça va être, par exemple, on fait des portraits de personnalités dont on entend parler dans la presse, Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. On fait des enquêtes de terrain, donc je vais de temps en temps dans des zones de conflit, dans des zones en reportage. Je suis allé en Ukraine, je suis allé aux États-Unis, sur toute la côte est. On a fait tout un tour avec l'équipe pendant la campagne américaine récente. Je suis en Nouvelle-Calédonie au moment de la crise à Nouméa, là en juin dernier. Donc du terrain, un petit peu d'interview, de plus en plus on en parlait juste avant, mais c'est quelque chose que j'essaye d'amener aussi. Je suis pas très bon intervieweur comme toi, mais du coup je m'efface un peu. Il est gentil. Non mais je m'efface un petit peu. Non mais moi j'arrive pas tellement à faire, à créer une, je sais pas, une complicité toujours immédiate. Oui, mais après en même temps tu interviews des gens pour lesquels on attend des réponses très concrètes. Et je pense que si tu étais trop dans la connivence, aussi c'est toute la complexité de ton métier, c'est que tu interviews des gens, notamment dans les interviews politiques, quand tu fais des formats politiques qui sont de bords différents, il faut que tu restes assez neutre. Tu t'imposes une neutralité ou pas dans tes toujours, formats? j'essaye. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que là, en plus, le format d'entretien qu'on a amené sur YouTube, c'est un format où, en gros, un grand témoin de l'époque, donc le premier épisode, ça ouvrait avec François Hollande, mais ensuite il y a Harris, on va faire Ginette Kolinka, enfin tu vois, donc il y a des personnalités de la société civile qui me racontent quelque chose de profondément bouleversant et genre je pourrais complètement me mettre en empathie avec eux. Mais un politicien ou une politicienne, en fait, se mettre en empathie avec, ça crée nécessairement de la connivence et du coup, pour le public, ça peut créer une forme de caution à tout ce que cette personne-là a fait dans sa vie, quoi. Ouais, la neutralité, c'est pas évident. Moi, j'accepte volontiers d'avoir une forme d'engagement, tu vois, genre de me dire, ok. À certains endroits, il y a des causes sur lesquelles c'est non négociable. Par exemple, ce qui est non négociable aujourd'hui, c'est que notre monde, sur le plan du climat, est en train de partir en couille complètement. Donc il faut absolument couvrir ce truc-là. Et c'est pas être pas neutre que de dire qu'aujourd'hui, le rapport du GIEC fait foi. Et parce qu'aujourd'hui, il y a tout un pan d'Internet qui pense que plus rien n'est vrai. Et donc du coup, c'est très compliqué aussi parce qu'on vit dans une forme de chaos informationnel où que tu vas amener comme des sources très claires, qui pour toi font foi, etc., vont être complètement débunkées, remises en question par l'autre partie de l'audience. Mais du coup, sur certaines choses comme ça, le climat, les droits humains, donc le droit des femmes, les droits LGBT, ce qui pouvait sembler être une forme de neutralité ou d'engagement passif hier, en fait, aujourd'hui, peut apparaître comme très militant, alors que moi, j'ai pas le sentiment d'avoir bougé d'un iota en 5 ans. Ouais, mais c'est toute la difficulté aussi de ton travail. Et cet esprit de curiosité que t'as, je me suis demandé si t'es venu avec YouTube, ou si déjà, quand t'étais enfant, t'étais très curieux. Est-ce qu'il y avait des sujets qui t'animaient comme aujourd'hui? Tu vois, tous ces thèmes de société. T'as quel âge, là? Là, j'ai 27 ans. 27. T'as quel âge, là? Moi, 27.
Genre 28. Mais toi, t'es un 98, non? 97. 87. Ah ouais, comme la meilleure année, 97 dans les commentaires. Merci. Ouais, c'est vrai il y a pas le créateur et créatrice. C'est un peu l'année de la win, il faut le dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve qu'on est très représentés. Ouais, bah c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Donc, depuis que t'es enfant, t'as cet esprit critique ou c'est venu avec le temps? Non, c'était... en fait, j'étais assez timide, mais j'étais vraiment dans la lune. Sur mes carnets de correspondance, c'était tout le temps écrit ça, tu vois. Élève dans la lune, dans la lune, dans la lune. Donc, j'ai jamais vraiment... Enfin, je dirais pas que j'étais pas très bon élève, mais par contre, il y avait vraiment ce truc d'obsession. Quand on me parlait d'un truc, fallait que j'ai le fin mot de l'histoire sur le truc, tu vois. Et encore aujourd'hui, certains de mes ex ou même des potes me disent putain, là, tu fais une obsession sur un truc, et je vais creuser le sujet, lire beaucoup de trucs, regarder beaucoup de choses, etc. Ok, donc t'étais un enfant dans la lune, mais avec certaines petites obsessions pour des sujets. Ouais. Et quels étaient tes centres d'intérêt alors à l'époque? À l'époque, on va dire collège, tu vois? Pour de vrai, c'était le jeu vidéo, comme beaucoup de petits garçons en fait de cet âge-là, et pas mal Internet, tu vois, les débuts, pas mal de bidouilles sur Internet. Je faisais pas mal de sites web. On était avec des copains au fond du CDI. Je sais pas si ça te parle un petit peu ce truc-là. CDI, mais je l'ai, ouais. Voilà, et vraiment on était l'espèce de geeks. On était une bande de geeks au fond du CDI, et je savais que c'était ce monde-là qui m'intéressait, mais à l'époque c'était vraiment j'allais dire une sous-culture, enfin c'était pas du tout une culture dominante comme ça peut l'être aujourd'hui. C'était pas valorisé, hein. Aujourd'hui, lire des mangas, c'est quasiment hype, tu vois. Tu peux le mettre sur Bumble ou sur Hinge, c'est un peu cool, tu vois. Je lis des mangas. Pareil, je sais pas moi, le jeu vidéo. Pareil, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est hyper acquis. Mais à l'époque, les cool kids, ils jouaient à FIFA, et moi, je jouais à Minecraft, à WoW, à tous ces trucs-là, à Dofus. Alors, tu considères que t'étais pas le cool kids de la classe? Non, c'était un peu le truc... c'était un peu le truc, pas alternatif, non, mais complètement marginal, quoi. Tu vois. T'étais quel genre? T'étais quel élève? Si on parle de façon un peu triviale, mais à l'école, il y avait les populaires, les moins populaires, ceux au fond de la classe, ceux qui étaient les sportifs. Toi, t'étais qui, toi? Tout au fond de l'échelle, tout au fond de l'échelle sociale, si tu veux, de la norme collégienne. Non, j'étais très introverti, parce que comme j'étais un gamin dans la lune, j'ai nécessairement grandi dans cette continuité. Là, j'ai pas du tout aimé mon collège, c'était une période très très violente, et je pense que ça peut être pour beaucoup de gamins. C'est un moment de vie où moi j'ai pas très envie d'aller à l'école. C'était parce que ça apparaissait comme très violent. La cour de récré était très violente. Enfin, je veux dire. Et je mets pas ça sur le dos de mon collège à moi, tu vois, mais dans la globalité, je pense qu'il y a beaucoup de gamins qui peuvent le percevoir de manière différente. Je sais pas quel souvenir t'as de ton collège, mais moi, ce n'est pas des souvenirs du tout heureux, parce qu'il y avait justement cette espèce de côté un peu jungle, quoi. Attends, mais violence de quoi? De la part d'autres élèves? Ouais, aussi un peu, mais mais en fait, pour mettre les deux pieds dans le plat, moi j'ai vécu beaucoup de harcèlement en fait pendant 3 ans. Ça a duré ça a duré 4 années scolaires, mais en fait, ça a duré que 3 ans, parce qu'en fait, à la fin, il s'est passé un truc, c'est que début 3e, je me suis retrouvé dans la même classe que le type qui me harcelait. C'était une espèce de cauchemar quand je l'ai su, parce qu'en plus de ça, les listes étaient affichées, si tu veux, en juillet, déjà sur certaines parois, et j'ai des potes qui habitaient dans le village où il y avait le bahut, et donc on avait vu mon nom sur la même liste que ce truc-là, on me l'avait envoyé par Snap. Ah, le liste de la classe, la liste de la classe avec les élèves, ok. Et quand j'ai vu ça, j'ai passé un été mais horrible après, parce que vraiment je voyais ça comme une espèce de, une condamnation, tu vois, quasiment, ça allait tomber. Et en fait, ça a duré 20 jours. Parce qu'un jour, il m'a frappé devant une prof, et du coup, j'ai porté plainte, et le type s'est fait virer. Mais sans ce port de plainte-là, en fait, j'en profite parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler, parce qu'il y a aujourd'hui une parole qui se libère progressivement, et je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent nous écouter, et qui peuvent peut-être avoir ce truc-là, et ne pas savoir exactement comment se situer par rapport à cette histoire-là, de vie qui est pas évidente. Mais moi, j'ai décidé d'en parler très tard à mes parents. Et en fait, j'en ai parlé au moment où il n'y avait plus le choix, quoi, parce qu'en fait, littéralement, une prof avait été témoin de ce truc-là.
Et donc, elle en a parlé à mes parents. Et ensuite, on est allé porter plainte au commissariat. Enfin, à la gendarmerie même. Vous pouvez faire aussi dans les gendarmeries. Et mécaniquement, l'élève, du coup, a été exclu de l'établissement. En même temps, il était un peu en sursis déjà. Mais voilà. Et tu as su qu'est-ce qui avait motivé ce harcèlement, bien qu'il n'y ait jamais de raison? Non, si je sais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai repris contact avec ce type plus tard. Toi, t'as voulu lui réécrire? Ouais, à plusieurs moments de vie, en fait. Vers 19 ans, 20 ans. Et là, très récemment, en fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que j'ai vu qu'il avait commenté un truc sur une publi que j'avais fait. Et je me dis, mais attends. Et là, pour le coup, ça s'était noyé parmi des centaines de commentaires. Gentil. Non, pas spécialement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis demandé, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui motive? Est-ce que ce type-là m'en veut encore? Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je suis rentré en contact avec lui. Et il a eu des mots très, très, très apaisés, en fait, sur cette période-là, en disant qu'il n'était pas fier, etc. Et du coup, je lui ai proposé de prendre un verre. Et puis, ça s'est jamais fait. Mais le fait qu'il y ait eu cette envie commune de se dire, viens, ça appartient au passé, à ce moment-là, chez moi, ça a tué complètement l'enfant qu'il était, et ça m'a permis de faire la paix complètement avec l'adulte, entre adultes, quoi, parce qu'on avait 27, 28, enfin, 26 et 27 ans, je crois. Et donc voilà. Mais il se trouve que ce qui a motivé, je crois, mais de manière complètement inconsciente, c'est que j'étais dans un bahut où, si tu veux, il y avait une grosse disparité sociale. Okay. Il y avait, c'est dans le nord de la France, la campagne un peu de Lille, puis il y avait des grands bourgeois, enfin des petits bourgeois en fait, mais qui avaient des terres, des trucs, tu vois. Ok, donc les différences sociales se marquaient beaucoup, mais comme encore aujourd'hui, par les marques. Par les marques, la façon de t'habiller, est-ce que tu as un sac ou pas quand... Ok. Et moi, mes parents n'étaient pas ultra tunés, mais par contre, ma mère a choisi mes vêtements jusque très tard, tu vois. Ce qui peut-être motivait le fait que j'avais pas beaucoup de potes. Non mais blague à part, le fait est que y avait ce truc où, tu vois, lui, je crois, avait une... Enfin, je vais pas m'épancher sur sa vie familiale, mais une vie familiale beaucoup plus compliquée que la mienne, et un parcours de vie qui était déjà assez marqué en fait pour un gamin. Et alors que moi, j'étais une espèce de gamin, je te dis, complètement dans son monde, dans la lune, etc. Donc j'étais quelque part aussi un peu une cible facile. Et peut-être que tout ce regard, ce sourire d'imbécile heureux que je pouvais arborer était peut-être une forme de violence pour lui. Je pense que c'était une forme de violence de classe aussi qui peut exister. Je comprends. Et qui s'est traduite dans le monde des enfants. Ok, donc là, pendant 4 ans, tu vis quand même une période qui est hyper difficile. Quel impact ça a ensuite sur ton entrée au lycée et la suite? Parce que j'ai lu, mais je l'ai pas lu beaucoup, mais que tu étais parti aux États-Unis. Et j'ai l'impression que ça corrobore avec la fin de cette période-là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, j'ai fini mon année de 3e, qui n'est pas évidente parce que c'était un moment où, si tu veux... bon, en fait, il y avait ce type, mais globalement, c'était des bandes, quoi. Tu vois, et donc, du coup, à la fin, cette dernière année de collège a été quand même assez pénible, parce que même si j'étais libéré de ce gars-là, il y avait quand même aussi le truc de... Bon, bah, j'étais la balance, tu vois, j'étais le type... Enfin, j'emploie des mots crus, mais c'est parce que je veux pas faire croire, peut-être aux gens qui nous écouteraient et qui pourraient vivre une période similaire ou auraient vécu une période similaire, que une fois que ça se fait, enfin, je suis pas béat, tu vois, je dis pas, ouais, j'ai porté plainte et tout s'est arrangé du jour au lendemain, pas du tout. Ensuite, il y a tout le poids, la culpabilité aussi que tu sens toi-même par rapport au fait que t'as coûté quand même une année de scolarité à quelqu'un. Enfin, c'est pas anodin. Même si c'est pas le sentiment premier qui devrait résider dans le choix de parler de ce harcèlement ou d'une problématique que quelqu'un peut traverser. Mais bon, il se trouve que à la fin, cette fin 3e est quand même un peu compliquée. Et donc je fais une seconde. Je fais un début de première et puis en fait, il y a quand même un moment où je pars aux États-Unis pendant 1 mois et demi, 2 mois, parce que mon papa, en fait, reprend contact avec un correspondant américain dont il avait complètement oublié l'existence. Et ce correspondant américain, trop content, dit envoie-moi ton fils pendant 1 mois et demi. Waouh. Et du coup, je suis allé là-bas. C'était où? C'était à Oakland, c'est genre dans le nord de San Francisco. C'est très chouette. C'était 2 artistes, deux gars qui vivaient ensemble, qui étaient homo. Et ça déjà c'était assez curieux parce que moi j'avais vécu dans un petit nord un peu catho, tu vois. Je te dis, c'était pas que des richoux, etc. Mais il y avait quand même ce truc catho où peu importe si t'étais ouvrier ou patron, tu te retrouvais quand même un peu à l'église. Donc il y avait vraiment ce poids de la religion quand même qui était assez existant. Du coup, beaucoup de mes potes étaient contre le mariage pour tous.
Et moi, quand j'arrive dans cette région-là du monde, bah, si tu veux, en fait, mes pères d'accueil, si on veut, ils étaient en drague le samedi et dimanche. Et moi, je les accompagnais à ce truc-là. Mais dans ma tête, ça a été un bouleversement monstrueux parce que j'ai découvert une autre partie du monde. Pareil, truc très con, peut-être, je sais pas si t'as grandi à la ville ou à la campagne, mais moi, j'ai très peu de personnes de couleur, en fait, dans mon environnement. Il y avait, tu vois, il y avait 2 familles qu'on connaissait et c'était un peu l'exception du Nord. Mais aux États-Unis, il y a que ça, de la diversité. Donc c'était un espèce de bouleversement fou. Et en fait, eux avaient des potes, une famille sino-américaine, donc chinoise et américaine, et ils m'ont bien kiffé, et ils m'ont dit, viens 1 an gratos chez nous. Et... Attends, donc là, t'as 16 ans, tu quittes le nord de la France, tu vas vivre 1 an aux États-Unis, chez des gens qui ne sont pas ta famille. Bah, j'ai vécu, du coup, j'ai fait un premier passage, tu vois, d'1 mois et demi, quelques semaines là-bas. J'ai beaucoup aimé, et puis à un moment donné, avec ces 2 gars, ils m'emmènent avec un couple d'amis au Yosemite, tu sais, un grand parc naturel. Et du coup, je passe 3 à 4 jours aussi avec cette famille. Et à la fin du séjour, la maman, Jackie, est tellement cool, et elle fait, mais viens avec nous, viens 1 an, reviens 1 an. On te scolarisera dans l'école de nos gamins, etc. Et en fait, moi, j'avais tellement besoin de me réinventer à cette période de vie que j'ai demandé l'accord à mes parents, j'ai demandé l'accord à mon bahut, etc. Et j'ai pris 1 an sabbatique où j'ai pas du tout avancé sur le chemin de la scolarité français, tu vois. J'ai fait une pause dans mon lycée. Ok. Et j'ai fait 1 an, du coup, en senior year aux États-Unis. Et t'as quand même été élevé par des gens qui ne sont pas de ta famille, parce que forcément, à cet âge-là... Bah, tu te construis beaucoup. Tu te construis, c'est le moment aussi où peut-être t'es en rébellion contre tes parents à l'adolescence, donc ces gens-là ont participé aussi à ton éducation. Ouais, Qu'est-ce qu'ils y ont apporté tu vois, dans la construction de l'adulte que tu es aujourd'hui. Pour la maman de Jackie, c'est évident. C'est-à-dire que elle, c'était un peu un schéma qui était complètement inversé. C'est-à-dire que moi, mon papa travaillait, ma mère travaillait assez peu, ou alors c'était plutôt un complément, tu vois, mais c'était pas elle. Enfin, c'était un schéma très tradit dans ma famille. Là, c'était l'inverse. C'était Jackie qui ramenait vraiment le gros sou, tu vois. Jackie, c'était la première ingénieure de Photoshop aux États-Unis. Oh, wow. Et du coup, il y a son blast qui apparaît quand tu ouvres le Photoshop. T'as ta petite fierté un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois, Jackie Lincoln, et elle est trop forte. Et donc, c'est une super meuf qui a compris énormément de choses, qui a vécu aussi de sa passion, de sa créativité. Elle a commencé, tu vois, dans une toute petite équipe, et puis après, elle a vu le truc exploser. Elle était intéressée, donc elle a fait un peu de sous comme ça sur l'explosion de Photoshop. Et du coup, elle m'a vraiment apporté ce truc de croire aux rêves profonds que tu as au fond de toi. Tu vois ce que je veux dire? Là où le monde auquel j'appartenais était plutôt un truc de mes parents voulaient que je fasse un job qui rapporte des sous et qui soit sécurisant. Elle, c'était l'inverse. Elle me disait, mais non, mais la sécurité, tu t'en fous, etc. Il faut que tu vives. C'est comme ça que tu te lances aussi sur YouTube. C'est cette année-là que je me suis lancé sur YouTube. Je me suis lancé réellement sur YouTube parce que j'avais une chaîne YouTube un peu de jeux vidéo qui a duré, tu vois, j'avais commencé ça à 10 ans. Et puis en fait... à 10 ans, t'avais ta chaîne? Ouais. Wow. Je faisais des vidéos Minecraft, tu vois, des trucs de gamin, tu vois. Je publiais les trucs, et dès que j'avais 3 pouces rouges, je supprimais parce que j'en avais trop honte. Et en fait, j'ai fait plein d'essais comme ça. Et pendant 1 an, je me suis dit, en fait, au pire, mais les gens du bahut, je les reverrai pas. Ouais. J'y vais, je poste mes trucs, quoi. Et du coup, j'ai assumé, et puis ça a duré pendant 1 an. Et je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 300 abonnés sur ma chaîne. Je suis reparti, j'en ai 120 000. Mais attends, mais tu postais quoi quand t'étais là-bas? Je postais des vidéos sur ma vie de petit lycéen. Mais c'était un peu du vlog, c'est ça, non? C'est complètement du vlog, c'était du vlog un peu dans la même... Tu vois, c'était la grande époque où High School Musical nous faisait beaucoup rêver, etc. Tu vois, ces trucs. Est-ce que t'étais pas un peu le Troy Bolton? Non, j'avais beaucoup de boutons pour être Troy Bolton. Mais non, écoute, c'était... en tout cas, l'ambition, je voulais vraiment être le petit rat dans ce... Ok. Donc déjà, quand même, cet attrait pour montrer aux gens ce qu'on ne connaît pas. Même si c'était sur le côté lifestyle et finalement très vlog, t'avais quand même envie de montrer de la culture. Ça va peut-être t'étonner, mais du coup, mon premier meet-up, c'était tellement lifestyle et c'était tellement sectorisé un peu, tu vois, lifestyle, que mon premier meet-up à Paris, je l'ai fait avec Sundy Jules. Sullivan Goued, il n'a pas participé. Il y avait Antonin, Gloria
NBR, tu te souviens? Mais tout à fait, c'était la team LA. Théo Gordy, c'était toute la team LA. Okay. Mais avant la team LA. Et du coup, on a fait un meet-up avec Melty, Alexandre Mach, qui était l'ancien boss de Melty, qui avait eu ce premier truc. On est largement des années avant la Vidéo City Paris et tous ces trucs-là. Et en fait, on a décidé de faire un meet-up au point-virgule, au grand point-virgule. Et il y avait, je sais pas, genre 500 personnes qui nous attendaient derrière un bus, etc. Et ça, c'était l'été où je suis revenu des États-Unis. Okay. Et c'était un espèce de truc. Et c'est marrant parce que là, les gens m'associent plutôt à de l'info, ou tu vois, à ce truc-là. Mais en fait, moi, mon premier rapport à YouTube, c'est d'abord ça. Mais moi, j'en parlais avec un pote juste avant de venir. Je lui ai dit, si t'avais une question à poser à Gaspard, tu lui demanderais quoi? Il me dit, mais moi, tu sais que je le suis depuis qu'il faisait ses petits vlogs et tout. J'aimais bien suivre ça. Ouais, bon, aujourd'hui, malheureusement, j'ai supprimé pas mal de trucs parce que il y a des trucs qui sont très cringe, qui sont un peu à côté de la plaque. Mais j'en ai laissé quelques-unes quand même, c'était important. Mais ouais, j'ai publié, je sais pas, une vidéo par semaine pendant 1 an quasiment là-bas. Ok, donc en parallèle de ça, tu fais tes études aussi pour rassurer un peu les parents peut-être. Et est-ce que à ce moment-là, tu ambitionnes de vivre de YouTube ou c'est même pas un truc qui existe dans ta tête? Non, pas du tout, parce que c'était un moment aussi où, tu vois, au moment où je pars aux US, on est en 2014, je crois, la première fois peut-être même en 2013, Cyprien, Norman et Rémi Gaillard, qui étaient un peu les 3 boss de YouTube à ce moment-là, c'est des types qui se sortaient 3 000 € par mois, tu vois. Il y en avait 4 en vrai, en France 5, tu vois. Ouais. Donc il y avait vraiment pas cette possibilité. Alors qu'aujourd'hui, spoiler alert, c'est des mecs qui gagnent beaucoup d'argent. Mais donc du coup, il y avait trop peu d'appelés, quoi. Et donc il y avait pas du tout cette. Et tant mieux parce qu'en fait, j'ai jamais ambitionné d'en vivre. Simplement, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui me ressemble vraiment et ça va être ma passion, ça va être mon hobby. Et à côté, j'aurai un job alimentaire qui me plaît pas tellement, mais qui va me permettre de vivre. Ensuite, à la fin de cette année-là, je me dis, bon, bah voilà, je vais retourner dans le Nord et c'était l'année la plus folle de ma vie, etc. Et en fait, mes parents ont décidé de complètement changer de vie et de s'installer au Canada, à Montréal. Wow! Mais attends, mais qu'est-ce qui a motivé ça? Je pense que mon père a fait un espèce de transfert où il a vu que je m'éclatais dans ma vie. Crise de la quarantaine, ok, on se barre, fuck off. Mon papa a perdu beaucoup de jobs parce qu'il travaille dans l'industrie lourde dans le nord de la France. C'était un peu après les subprimes, etc. Il a du mal à garder un job. Et puis, en fait, il se faisait vieux, quoi. Enfin, vieux. Non, mais. Tu as dit c'est maintenant qu'il faut partir et pas après, quoi. Exactement. Okay. Et du coup, mais c'était un peu le truc où on disait, bon, bah, après 40 ans, dans le Nord, c'est dur de retrouver un boulot, quoi. Ouais. Ça paraît dingue, mais c'était vraiment la mentalité à ce moment-là. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais tenter ma chance ailleurs. Donc, il est parti au Canada. Ok, donc là, il y a ta famille qui revient, tu peux faire tes études. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai débarqué à Montréal. J'ai fait 1 an dans le lycée français de Montréal en dernière année, donc en terminale. J'ai passé mon bac là-bas. J'ai eu des super profs, du coup, qui m'ont un peu permis aussi de remonter un peu mon niveau d'ambition dans la vie. Enfin, moi, je connaissais rien du tout au système de prépa, au système d'école de commerce. Enfin, tu vois, je connaissais même pas les sigles, quoi. HEC, ESSEC, tous ces trucs-là, ça me parlait pas du tout. Bon, je savais quand même que j'avais pas l'attitude pour faire enfin, pas l'attitude, mais l'état d'esprit pour faire une prépa. Parce que c'était trop compliqué, enfin, c'était trop lourd, quoi, comme truc. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire cette école-là. Il y avait une prépa d'intégrer 1 an, et puis ensuite, 3 ans d'études. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 4 ans à HEC Montréal. Un peu plus, parce que je te dis, j'étais pas très bon étudiant, donc en fait, j'en ai fait 5. Mais c'était super. C'était des années extraordinaires pour essayer de comprendre un peu mieux ce truc-là. Et j'ai voulu plusieurs fois arrêter. Et en fait, je faisais du babysitting pour un type qui a été extraordinaire, et je trouve ça cool d'en parler parce que c'est un gars qui m'a beaucoup aidé, j'en ai assez peu parlé, qui s'appelle Yann Zenou. Yann, en fait, pour l'anecdote, je faisais du babysitting pour son fils et ses filles, parce qu'ils étaient dans le lycée français de Montréal, tu sais. Et en fait, Yann, pour l'anecdote, c'est le producteur de Intouchable, c'est le producteur des Tolénado et Nakash, en fait, tous les films. Donc, il a commencé avec Nos Jours Heureux, ensuite il a fait L'Arnaqueur, machin, et je l'ai rencontré juste en faisant un babysitting pour ses enfants, quoi. Ok. Et à plein de reprises, je disais, je vais me barrer, et puis en fait, sa femme, Candy, c'est lui, me disait, non, il faut que tu restes. Et puis, mon père pouvait me dire, reste, continue de faire tes études. Moi, je disais, bah, je suis pas un étudiant comme mon papa, en fait. Mon père, je voyais, il y avait son rapport au travail, c'était quand même une contrainte, et c'était très sacrificiel, etc., dans l'approche. Je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'avoir cette vie-là. Mais par contre, qu'un type qui avait produit les plus grands films français me dise, il faut que tu apprennes, et c'est littéralement ce qu'il m'a dit, il faut que tu apprennes à vendre ton côté créatif, tes créations, ton art, pour
pouvoir en vivre, parce que c'est bien beau d'être artiste, mais si tu es simplement artiste et que tu n'arrives pas à le commercialiser, ça va être problématique. Et donc, du coup, c'est un peu ces mots-là qui m'ont fait vraiment rester et m'accrocher à cette formation, que j'avais envie de quitter, parce que pendant 4 ans, quand même, 5 ans, j'ai été pas hyper valorisé dans mes études. Tu sais, c'est toujours un peu le truc de, putain, t'es toujours dernier dans les contrôles, etc. Il y avait un peu des classements, des machins. Je comparais mes notes avec mes potes, j'étais toujours dernier. Je me disais, oh, c'est bon, c'est pas fait pour moi, je vais me tirer. Et en fait, je me suis un peu accroché à ce truc-là, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai une casquette qui est pas simplement créateur, tu vois, même pour la plupart des créateurs de contenu. J'ai une amie assez entrepreneuriale, etc. dans mon approche. Ouais, on va en parler. T'as quand même monté ta boîte, voilà. Tu gères pas mal de trucs. Moi, quand je pense à toi, je pense effectivement à toi qui fais tes vidéos, par exemple celle dont je te parlais juste avant avec Hollande sur le Bataclan, les interviews que tu peux faire, mais je pense aussi à toi avec Intello, ta boîte, avec le fait que tu produises maintenant aussi, que t'ailles un peu en médias plus tradis. À quel moment tu te dis que YouTube, en tout cas la création de contenu, peut devenir un métier? Donc là, tu termines tes études, tu reviens en France. J'ai fait un stage, en gros, pendant 6 mois dans une boîte de pub qui m'a beaucoup plu, mais ce qui m'a plu parce que j'ai compris un peu comment ça se passait, etc. Mais j'étais très frustré parce que c'était très pyramidal, etc. Mais c'était une boîte de pub montréalaise super, et c'était ma seule expérience, en fait, professionnelle à date, quoi. Et aujourd'hui, évidemment, mais parce que mon seul vrai boulot, ça a été ce truc-là. En tout cas, d'être salarié, voilà, de pas être à la tête de ton truc. Okay. Exactement. Bon, France Inter est venu un peu casser ce truc-là récemment, mais ça, on va en parler de ça après. Mais globalement, il y avait ce truc-là, et puis je voulais vraiment suivre un espèce de cadre, et je voulais revenir à Paris. Donc il y a eu le Covid, etc. J'ai été diplômé en Zoom, et ensuite je me suis dit, ok, il faut que je retourne à Paris. Donc je suis arrivé à Paris en 2020. Puis j'ai vraiment vécu comme une espèce de, tu vois, de découverte, parce que j'avais jamais vécu là-bas. Moi, je suis provincial, tu vois, je sais qu'on ne peut plus tellement dire ça, mais moi je suis provincial, je le revendique. Mais par contre, je suis arrivé du coup à Paris un peu les yeux comme ça, je regardais tout était magnifique. J'ai l'impression d'être dans un bouquin de Maupassant, tu vois, vraiment le truc génial, géant. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse mon trou, en fait, sur le côté médiatico-politique, c'est ça vraiment ce truc-là qui m'intéressait. Et en fait, du coup, j'ai voulu faire Sciences Po. Et puis, donc, j'ai postulé. Et puis, j'avais tellement monté mes notes à la fin d'HEC Montréal, je m'étais mis en tête que j'allais l'avoir. En fait, j'ai même pas passé les oraux et les écrits. Je me suis fait têche dès le premier round sur le dossier académique. Ok. Donc, petite douche froide. Et finalement, je me dis, bon, écoute, je vais faire un stage en cab, en politique. Je passe quelques étapes, etc. Et puis il y a un remaniement à ce moment-là, donc tout le truc part à volo. Ah ouais. Et je me dis, bon, là en fait je suis un peu le dos au mur, il faut que j'y aille, il faut que je saute, il faut que je me lance à temps plein sur YouTube. Okay. Et c'est ce que j'ai fait. D'abord, ça n'a pas marché pendant 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il fallait quand même redompter une audience que j'avais plus cultivée du tout depuis 5 ans, parce que j'ai fait du coup 5 ans de pause pendant mes études à HEC Montréal. Et du coup, il fallait redompter le truc. Et ça a été très compliqué pendant 2 ans. Et du coup, à côté, je suis devenu agent pour des copains. Donc, je négociais leurs deals avec les marques. Mais je savais tellement pas que t'avais fait ça. Si, j'ai fait ça, en fait, en free pendant 1 an et demi, sur une boîte qui s'appelait Ask Gasp. Et c'était genre, demandez-moi n'importe quoi. Et je ferais Ask Gasp. Et Ask Gasp, c'est le même sirette, tu vois, et aujourd'hui, c'est devenu Intello. Ok, d'accord. Ah, je savais pas du tout que t'avais fait ça. D'où le truc d'agent, en fait. Ouais, c'est vrai. Il fallait que je paye mon loyer, etc. Oui, parce que là, on dit ça, d'où le truc d'agent, mais c'est parce qu'aujourd'hui, t'es agent de personnalité aussi, comme Claire Chazal. Ouais. Tu te considères comme son agent? Moi, techniquement, je suis son agent et producteur. Ouais. Maintenant, dans les faits, je suis juste actionnaire majoritaire de la structure qui est agent et productrice de Claire Chazal. Moi, j'ai une super relation avec Claire, mais j'ai pas une relation aussi proche avec tous les talents de l'agence aujourd'hui. Donc, du coup, Intello, c'est une agence qui représente les créateurs qui font du savoir et de l'impact. Donc, c'est information, éducation, culture. Tu peux en citer quelques-uns, peut-être, pour les gens? Peut-être. Je peux parler de Clémo, qui est un super créateur qui fait du storytelling qu'on a signé très récemment, qui parle de culture et d'art. Je peux parler de César Culture-G, qui est le premier TikToker du Culture-G, en fait, sur TikTok, sur Insta. Il y a Mathilde Studigram qui fait des fiches de révision qui sont chambées. Il y a Antoine versus Science. J'essaye de prendre, tu vois, des champs d'action très différents, qui est un super explorateur scientifique qui fait des films d'aventure extraordinaires.
et Claire Chazal récemment qui nous a rejoint. Oui, je vous mets toutes les chaînes dans la description. Effectivement, on parle de Claire Chazal parce qu'elle fait partie de ces personnalités médiatiques qui se sont lancées aussi sur les réseaux. Elle fait beaucoup d'interviews. Et quand j'ai vu que tu avais signé, je me suis dit, ça c'est quand même une énorme masterclass, quoi. Claire, en fait, le truc c'est que moi et mon associé, donc pour l'anecdote, en fait, j'ai un associé qui m'a rejoint ensuite dans cette aventure-là que j'avais rencontré à l'école et Vlad m'a rejoint dans cette aventure-là et Xavier Niel nous a fait confiance aussi à ce moment-là et a décidé de mettre un peu d'argent sur la structure Intello. Okay. Et c'est important de dire aussi, parce que c'est très important pour moi d'avoir une indépendance éditoriale, que j'ai une société de production qui produit mes vidéos où je suis 100% actionnaire. C'est ce qui me permet de produire mes vidéos sur YouTube. Et à côté, il y a Intello qui est du coup pluri-détenu, tu vois, avec Vlad, avec Niel, et avec moi. On est trois actionnaires. Ok, d'accord. Quand toi, tu fais tes vidéos, je voudrais qu'on parle vraiment de tes vidéos à toi, parce que j'ai pas mal de questions, notamment sur toutes les vidéos politiques. Tu vois, moi, je fais des interviews. Quand je fais mon interview, je contacte mon invité, on se met d'accord, on fait l'ITV. Quand tu fais une interview, comme tu as pu faire, par exemple, avec Hollande, qui raconte le Bataclan. Quand tu vas dans l'avion en Nouvelle-Calédonie avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'on te donne des guidelines? Qui tu contactes? Comment tu proposes tes formats? Est-ce que le fait, tu vois, de faire des choses avec des politiques, on te dit, il y a des no-go, t'as pas le droit de parler de ça? Les no-go, non. Honnêtement, il y en a pas. Et tant mieux, parce que ça me ferait chier et pardon, je sais pas, on peut dire des gros mots? On peut dire tous les gros mots qu'on veut. D'accord. Tous les gros mots qu'on veut. Non, ça m'emmerderait qu'on me dise qu'il y a des no-go. Et du coup, les politiques, en général, ont l'intelligence de pas me donner de no-go. Sauf s'ils me disent un truc un peu en exclu, ce qui est arrivé pendant les européennes, je pense à un truc typiquement, et on me dit, je vous le dis, hors caméra, il va se passer ce truc-là. Et en général, c'est ce qu'on appelle des trucs sous embargo que certains journalistes peuvent avoir. Je vous le donne, et dans 2 jours, ce sera public pour que vous puissiez préparer votre papier ou vous puissiez préparer une intervention dessus. Mais c'est pas télécommandé ou téléguidé, tu vois, c'est vraiment... Donc, en fait, c'est très... Enfin, je sais pas si ça va te plaire comme réponse, parce que c'est très abstrait, mais c'est un... Tu contactes qui déjà quand tu veux faire une interview politique? Alors, soit je contacte le CAB directement de la personne. Donc François Hollande, typiquement, je savais que après l'Élysée, il a quelqu'un qui s'occupe de son cabinet post, tu vois. Comme un attaché de presse, en fait, finalement. Oui. En quelque sorte. Bon, il a un staff qui est dédié à ça. Moi, j'ignorais, mais j'ai appris qui est dédié aux anciens chefs d'État. Donc, Nicolas Sarkozy l'a aussi, et Hollande aussi. Voilà. Ils sont 2, parce qu'en fait, il y a que 2 présidents vivants, à part Macron, sinon Giscard et Chirac nous ont quittés. Donc, tant mieux, ça coûte pas trop cher à l'État, tant mieux. Oui, d'accord. Mais du coup, ils ont ces avantages-là. Et puis, il a une directrice de cabinet qui s'occupe de tout ça. Et alors, effectivement, il faut la contacter. Moi, si je l'avais contacté il y a 2 ans, je pense qu'on m'aurait foutu un énorme bâche. Mais l'avantage, c'est que, comme ça fait 4 ans que la chaîne commence à prendre un peu en puissance, etc., je vais donner une stat qui me paraît fou à chaque fois que je l'ai dit, mais la chaîne, elle gagne entre 30 et 60 000 abonnés au mois depuis 2 ans en continu. Ce qui est, en vrai, pas une percée à la McFly Carlito ou à la Lena Situation qui gagne 100 000 abonnés chaque mois d'août, ou tu vois, sur les trucs. Mais ce qui, quand même, paraît lunaire, et c'est une espèce de montée croissante comme ça qui ne se freine pas pour le moment. Je touche du bois, mais touche du parquet, touche du parquet, mais pour le moment bon. Du coup, en fait, mécaniquement, ça visibilise notre travail avec mon équipe et ça permet à ce que des politiques s'intéressent et se disent bah ouais, en fait, genre si vous voulez m'interviewer, let's go, et je vous recevrai comme un média tradit. Donc tu contactes, on te reçoit, on te donne pas de liste de go, de no go. Est-ce que tu dois faire valider? En général, de manière très concrète, je propose un plan quand même. C'est-à-dire que je vais dire, ça sera ici, ce sera à telle heure, ça va durer 1h30, et j'aimerais vous parler de cette thématique. Et dans cette thématique, il se peut que de temps en temps, je fasse cette sous-thématique, cette sous-thématique et cette sous-thématique. Il n'y aura pas ma liste de questions, mais voilà. Ce qui ne veut pas dire que sur le moment, si j'ai envie de parler d'un truc un peu plus touchy, bah, je le ferai, quoi. Okay. Mais il n'y a aucun politique mais en vrai, on a de la chance en France. Pour ça, personne m'a jamais dit à la fin de l'interview, ouais, ça vous me mettez pas, vous avez pas intérêt à mettre, sinon je vous mets un procès, quoi. Ah, on t'a jamais fait couper quoi que ce soit? Non. Et ils veulent regarder ou pas à la fin de l'interview? Oui, parfois ils demandent, mais je le fais pas. Parce que non, mais parce que je le fais pas parce que c'est la porte ouverte aux demandes. Bien sûr.
Et je considère que, enfin, encore une fois, ça dépend. Si c'est quelqu'un de la société civile, je le fais. Parce que je considère qu'il n'y a pas le même... mais si c'est un politique en exercice, je ne le fais pas. Je considère que ça fait partie de l'exercice démocratique. Oui, et puis s'il avait été faire son interview sur France 2 ou TF1 en direct et qu'il avait dit quelque chose, il peut pas dire « Attendez, pause, faites comme si j'avais rien dit, on retire, quoi. » Exactement. Okay. Donc non, là-dessus, on est assez carré et franchement, c'est important pour nous. Et voilà. Et Macron, ça s'est pas fait comme ça du coup, mais ça s'est fait parce que c'est assez flippant. Hein, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette crise en Nouvelle-Calédonie en juin. Et moi, j'avais très envie de faire un sujet sur la Nouvelle-Calédonie. Je trouve que tous les aéroports étaient bloqués et Emmanuel Macron prévoit un voyage présidentiel là-bas, donc une venue présidentielle pour faire des annonces. Bon. Et en fait, dans ces cas-là, il a tout un cortège en fait de représentants du commerce sur place, de conseillers, de ministres parfois. Là, c'était le cas. Il y avait Darmanin et Le Cornu qui étaient avec nous, et de journalistes qui l'accompagnent. Ce qu'on appelle un pool de journalistes. Okay. Et il y avait 9 journalistes qui étaient dispo. Il y avait 9 places dans l'avion, et le 9e a eu un problème. Je sais pas, il s'était pété la jambe, s'il était malade, mais du coup, il y a une place qui s'est libérée. Le départ de l'avion a lieu à 20h30. Il est suivi par BFM télé, tous ces trucs-là, tu vois. Donc vraiment, c'est un des voyages présidentiels. Donc en général, il y a vraiment tout un truc sur les chaînes d'infos en continu, machin. Moi, je sais que Macron doit partir à 20h, parce que je l'ai lu dans Le Monde le matin. Et à 18h15, on m'appelle et on me dit, voilà, il y a une place qui s'est libérée dans l'avion. C'est un 06 que je connais pas qui m'appelle. Je décide de décrocher et c'était un des gars de conseiller presse de l'Élysée qui me dit, si vous voulez, vous pouvez embarquer dans 2 heures. Wow, donc là, t'as 2 heures pour... J'ai 2 heures pour... Et on me dit, je dis d'accord, mais qu'est-ce que je vais pouvoir voir? Est-ce que je vais pouvoir... En plus, je fais un peu gaffe à tout ce qui est empreinte carbone, tout ça, donc je prends plus l'avion dans le perso. Et donc, sur le pro, j'essaie toujours de rationaliser et me dire comment est-ce que je peux, tu vois, essayer rentabiliser au max. Et donc, sur le plan pro, du coup, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Et on me dit, on peut... je peux m'engager à ce que vous ayez une interview du président de la République exclusive à ce moment-là. Dans l'avion. Dans l'avion. Et je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller voir. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, honnêtement, quand j'apprends ça, je dis oui tout de suite. Je raccroche et il me donne un point GPS. Enfin, il n'y a pas marqué genre hall présidentiel. C'est un enjeu de sécurité trop important. Du coup, on m'envoie un point GPS et je dois être là à telle heure pour décoller. Ah, c'est comme dans les films. En fait, c'est comme dans les films. C'est un espèce de film. Et donc, moi, j'étais complètement sonné. J'étais en train de terminer un truc de boulot. Honnêtement, je me mets dans ma cuisine, je m'assois 5 minutes. Et vraiment, je te dis, j'ai été sonné. Déjà parce que quand t'es un wannabe journaliste, ton rêve, c'est quand même d'avoir une interview d'un chef d'État en exercice. Donc, c'était fou. Et le second truc, c'est que j'ai été sonné par le fait que j'ai accepté peut-être le moment le plus marquant de ma jeune carrière, mais j'avais 2 heures pour me préparer, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là, et puis là, il s'agit pas de rater, parce que c'est quand même un truc qui va être regardé, quoi. Donc là, tu te plantes une fois, après, c'est terminé, ça peut te cramer. C'est des trucs tellement cons de, est-ce que j'ai de la batterie dans ma caméra? Oui, parce qu'en plus, tu filmes tout seul, là, tu peux pas partir avec un cadreur. Non, j'ai essayé, mais non, on pouvait pas, il y avait pas de place. Donc j'appelle Clémence, qui travaille avec moi, qui est ma productrice éditoriale, je lui explique. Elle est tout aussi sonnée que moi, et en fait, là, on se met un peu il y a une cellule de crise un peu qui se met en place au bureau. Moi, j'étais chez moi, j'étais entêté ce jour-là. Et puis, en fait, il est question que peut-être eux me rejoignent, etc. Donc, ils travaillent pendant 2-3 heures pour essayer de me rejoindre. Ils n'arrivent pas à trouver de vol, même par les îles, etc. Qu'il a acté qu'ils ne viendront pas. Et on met 4-5 journalistes qui travaillent dans une des salles de réunion qu'on transforme en war room. Enfin, je te dis ça, j'y étais pas. Enfin, si, j'y suis allé, en fait. Parce que je suis passé récupérer le matos. Et donc, il y a quelqu'un de mon équipe qui me fait un sac, etc., qui m'explique. Moi, je savais même pas comment fonctionnaient les caméras, tu vois. Donc, on doit m'expliquer des trucs tout cons, mais genre, l'expo, ça fonctionne comme ça. Enfin, le stress absolu. Et à côté de ça, il faut que l'interview, elle soit cohérente sur le plan éditorial. Et bref, long story short, je vais à ce truc-là. Je manque de rater l'avion parce que, en fait, le G7 qui m'accompagne, on trouve pas le terminal. Honnêtement, j'ai expliqué tout de suite au chauffeur, je fais, OK, désolé de vous embarquer là-dedans, monsieur, mais il va falloir qu'on trouve ensemble un point GPS. Je n'ai pas d'adresse à vous donner, juste un point GPS. Et je vais vous guider via Google Maps, parce que son truc sur Waze pouvait Attends, pas. Mais il t'a cru? Oui, il m'a cru. Parce que moi, je sais pas, je suis à la place du gars, je me dis, non, mais attends, il va m'embarquer là. Non. Donc, on embarque sur ce truc-là, on arrive au terminal et finalement, ça passe parce que la délégation avait un peu de retard. Mais c'était
c'était short, quoi. Donc, je me pointe dans ce truc-là, j'arrive dans une espèce d'énorme avion. Là, il y a Macron qui vient saluer tout le monde, etc. Et je me dis, OK, c'est parti. Là, ça va être. Et j'ai pas dormi comme ça pendant 3 jours. C'était 3 jours où j'ai quasiment pas dormi parce que le voyage a été très intense. Il y a 26 heures de vol aller, 26 heures de vol retour. Donc 26 heures, c'est une journée plus 2 heures. Hein. C'est vraiment, enfin, faut imaginer le truc, c'est lunaire. Donc il y a un stop qui se fait dans un endroit du monde. Et pareil, je sais pas à quel point j'ai le droit de dire les trucs, tu vois. Donc je reste un peu confidentiel sur ce truc-là. Et puis ensuite, on arrive à Nouméa. Et c'était fou. Et en fait, il était question que l'interview se fasse sur le vol aller. Donc du coup, j'étais hyper stressé, je travaillais mes questions et tout. Puis finalement, au bout de 3-4 heures de vol, on me dit « Président de la République est fatigué, ce sera pas là. » Et donc en fait, ce sera sur place. Du coup, sur place, voilà. Du coup, je dors pas, tu vois, parce que je me dis, à tout moment, on va me dire « Ok, c'est maintenant. » Et même s'il y a une forme de proximité qui est établie par le voyage, on est quand même 50, tu vois, dans cette délégation. Entre les agents de sécu, les journalistes, les conseillers, etc. Et puis en fait, sur place, il fait des annonces. Le mec, il veille, je sais pas comment il fait, honnêtement. Parce que, enfin, encore une fois, je veux pas me montrer comme défenseur, partisan, ou au contraire, je vais pas non plus défoncer, là, dans cette interview, l'action d'Emmanuel Macron. C'est pas mon but, parce que je veux garder quand même une forme d'objectivité, mais il faut bien reconnaître que le type a une forme d'énergie que je n'arrive pas à comprendre, où il continue les négociations jusqu'à 3 heures du mat. Si bien que, en fait, tous les journalistes s'effondrent les uns après les autres. Les mecs, ils étaient en direct sur BFM et tout pour faire les annonces. C'était un moment important qu'a les Calédoniens. Et en fait, tout le monde s'effondre un par un parce qu'on est crevé. On n'a pas dormi depuis des heures et des heures. Et du coup, il y a un CRS qui m'ouvre un coffre de bagnole. Et j'ai dormi comme ça pendant 3-4 heures dans un coffre de bagnole. Enfin, c'était hyper roots, etc. Et à la fin, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas d'hôtel sur place, enfin, c'était trop compliqué, donc on n'a pas dormi à l'hôtel et on est reparti comme ça. Okay. On est resté très peu de temps sur place et ça s'est fait sur le vol retour et on m'a dit c'est dans 1 heure, c'est dans 1 heure, c'est dans 1 heure. Et ça a duré pendant 12 heures, 13 heures. On m'a dit c'est dans 1 heure, c'est dans 1 heure, c'est dans 1 heure. Et en fait, du coup, j'étais là avec mon matos, etc. J'ai attendu pendant 10 heures d'avoir l'interview de Macron. C'est pour ça que j'ai l'air très fatigué au moment de l'entretien. Ça m'a permis de le réviser. Et d'un autre côté, j'aurais aimé, tu vois, être beaucoup plus en forme, etc. pour mener oui, ou même dans un setup un peu posé où tu peux faire ton taf un peu différemment. Mais ça voilà. Te permet aussi d'arriver à peut-être des médias plus traditionnels. Là, au mois de décembre, tu as été sur France Inter. Ouais. Je me souviens, on devait déjeuner ensemble et tu m'as dit « Attends, je t'annule » et tu m'as fait un vocal tellement long pour t'excuser d'un truc qui était tellement pas grave. Ah ouais. Et Gaspard, pour vous raconter un peu les quiz, m'a dit « Écoute, là, c'est le rêve de ma vie, je vais passer un entretien. » Et c'était pour arriver sur France Inter. Ouais. Donc, tu as chroniqué pendant 3 semaines, 1 mois, non Ouais, ça a duré 1 mois. C'était dans le 5-7. Ouais. Du coup, c'était drôle d'expérience parce que le 5-7, du coup, c'est 5h, 7h. Très tôt le matin, le 5-7. C'est la petite matinale. Ouais. Et en fait, ça s'est très bien passé. C'est une super expérience. J'ai beaucoup aimé. Enfin, moi, je suis fan de France Inter depuis très longtemps. Les équipes étaient très sympas, etc. Surtout la direction. J'ai adoré travailler avec, tu vois, des boss. C'est bête, mais c'était tellement fou et ils m'ont tellement appris en 1 mois. Et c'était trop bien. Mais le rythme était... Enfin, j'ai un respect immense pour les matinaliers, mais c'était trop, quoi. Je me levais à 4h le matin, et puis ensuite je continuais ma journée de classique, quoi. De création. Voilà, jusque 20h. Donc je faisais du 4h, 20h tous les jours. Puis en fait, j'ai eu d'énormes problèmes de santé à ce moment-là. Et des problèmes de dos aussi beaucoup. Je savais pas, mais c'est vraiment le truc. Donc j'en sors tout juste des vrais problèmes de dos parce que vraiment c'était enfin, c'est très pesant, quoi, sur le plan de la santé. Et voilà. Et donc du coup, ça a duré 1 mois. C'est pas tout à fait fermé. On continue de dialoguer avec Inter. Le but, ce serait de trouver peut-être de l'hebdo. Un truc en hebdo et quelque chose de peut-être plus... de moins prenant. Mais moi, j'ai très envie de créer ce pont, en plus, entre les médias tradis et les médias numériques. Donc, j'étais hyper honoré qu'on m'ait proposé ça, tu vois. C'était la première fois, vraiment, que Adèle Van Rett, la patronne d'Inter, proposait à un créateur de contenu de YouTube de venir à l'antenne. Ça n'a pas toujours été très bien accueilli. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Parce que c'est toujours compliqué quand on vient d'Internet de venir sur du média tradi. Quand ça a été annoncé, il y a eu des tweets, il y a eu des messages, des articles, le youtubeur Gaspard G. Ouais. Comment tu le vis, ça? En vrai, c'était dur, mais juste. C'est-à-dire que il y a toute la force syndicale d'Inter qui n'était pas contente.
de Radio France, parce qu'ils considéraient qu'il y avait un truc qui s'appelle le planning, que je connaissais pas du tout. Quand j'ai signé ce truc-là, je connaissais pas le planning. Mais le planning, c'est un truc chez Radio France qui dit tu dois démarrer au bas de l'échelle pour monter jusqu'à l'antenne suprême. Je savais pas non plus. Donc en fait, ils doivent commencer. Enfin, c'est pas un truc très établi. Enfin, quoique je crois plutôt. Mais donc tu commences chez France Bleu, surtout en région. T'es un jeune journaliste, et ensuite peut-être tu arriveras jusqu'à France Inter. Et parce que France Inter, c'est la matinale la plus écoutée de France. Ouais. C'est 5,7 millions d'auditeurs le matin. Enfin, c'est un truc de fou furieux, quoi. Et donc, du coup, ça a été un peu vu comme une espèce de truc de donner de la confiture au cochon, quoi. Les gens n'ont pas tellement compris sur Internet, sur Twitter, beaucoup. Bon, après, ce que pense Twitter, tu vois, je vais prendre le pas de côté, mais enfin, c'est-à-dire que c'est pas la France, quoi, non plus. C'est-à-dire qu'il y a 0,5% de la population, je crois, qui est sur Twitter. Enfin, sur X. Ça pèse rien. C'est des franges qui sont très radicalisées, soit d'un côté, soit de l'autre. Mais ça donne quand même une température. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a toute cette question aussi de légitimité. Et là, donc, c'est en gros qu'on te reprochait comme un passe-droit, finalement, et d'arriver... C'est une admission parallèle qui a pas plu du tout. Parce que certains pensaient qu'il n'y a pas plu. Encore une fois, qu'il n'y a pas plu à une frange. Parce que j'ai des auditeurs super contents qui m'écrivaient sur Instagram, qui sont pas du tout mon public de base, quoi, qui sont des sexagénaires, etc., qui m'écrivaient, qui me disaient putain, génial, franchement, bien joué garçon, etc. J'étais, yes. Ah, ça t'a ramené une audience de fait sur tes réseaux? Tu le vois significativement ou pas? Pas de fou sur Insta, tu vois, ou sur YouTube, mais un petit peu. En fait, dans la rue même, des gens qui me disent « Ah, je vous ai écouté sur Inter, etc. » Mais plutôt les parents, tu vois, c'est-à-dire l'audience des parents des potes de mes parents, tu vois, quasiment. Et toi, tes parents, ils réagissent comment? Parce que, est-ce que c'est pas un truc un peu ok, il est sur France Inter, mon fils est à la radio, check, tu peux faire tout ce que tu veux sur le web, mais à partir du moment où t'es dans un média tradi, c'est plus valorisé. Pour être très honnête avec toi, le jour où j'ai annoncé ça à ma mère, elle a pleuré, mais elle a pleuré parce qu'elle n'était pas contente. Parce que elle déteste Inter, et donc ça a été tout un sujet, etc. J'ai une famille qui est très politisée, qui n'est pas du tout dans l'engagement politique, mais qui par contre à table, c'est très important, etc. Et France Inter, même si moi je le vis vraiment comme une radio de service public, et donc pas une radio qui a une couleur politique, pour une partie des Français, c'est une radio qui est de gauche. Et mes parents étant très à droite, ça leur a posé un problème. Pas mon père, mais ma mère, ça a été un petit souci quand même. Parce que, vraiment, elle a chialé, quoi. Il y a un de mes potes, Max, qui était en face de moi et qui me dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et ça a été une vraie source de conflit. Je trouve que ça a été un peu contrasté. Mais force est de constater que sur le temps long, je pense qu'elle a fini par écouter 2-3 chroniques et qu'elle s'est dit, bon, c'est bien. Surtout que c'était une chronique sur l'actualité politique internationale. Donc, il n'y avait pas tellement de couleur politique à ma chronique, c'est-à-dire que c'était pas Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice ou Alain Finkielkraut sur Culture, complètement à l'antithèse de ce truc-là. Donc je pense que elle a été rassurée par ce truc-là, et l'air de rien, au-delà de simplement de la réaction de mes parents, j'ai remarqué quand même que c'était une espèce de truc assez statutaire. Et la personne qui m'en a parlé, d'ailleurs, c'est Hollande, quand je l'ai reçu. Il m'a dit, oui, mais de toute façon, j'ai appris que vous arriviez sur France Inter, etc. Moi, je me lève à 6h30, donc 6h45, c'est l'heure de votre chronique, j'écouterai. Et le jour de ma première chronique, j'ai eu un SMS de François Hollande qui m'a dit, super chronique. Le matin, devant son bol de café, il écoute ça. Un truc de fou. Mais en fait, il y a pas mal de décideurs. Pareil, quand j'ai annoncé à Claire Chazal, elle m'a dit, mais c'est super, etc. Et je fais, ouais, mais attends, Claire, ça me gonfle. Ils m'ont proposé 6h30, etc. Il y a personne qui écoute la radio à 6h30. C'est le quart d'heure... Et elle me dit, mais tu rigoles ou quoi? 6h45, c'est génial. 6h45, 7h45, ça c'est les quarts d'heure... Mais c'est parce que nous, on est enfin, moi, j'ai un mode de vie d'affreux bobo parisien qui se lève qui se lève hyper tard. Mais... hyper tard, qui se lève à 7h30, 8h, mais la plupart des Français, quand ils vont au boulot, ils doivent prendre la bagnole, et donc du coup, ils écoutent Inter à cette heure-là, quoi. Bon, tu me parles un peu de ce rythme-là, qui est quand même assez effréné. On connaît très peu de ta vie, finalement. Tu partages assez peu de choses sur ta vie privée, la balance vie pro, vie perso. Tu l'as fait ou tu l'as fait pas? Est-ce que je fais la balance? Est-ce que t'arrives? J'ai une très très mauvaise balance. Non, j'ai une très très mauvaise balance. J'ai assumé, avant mes 30 ans, je pense, c'est un peu le pacte que je me suis fait à moi-même, tu vois, entre mes 20 et 30 ans, de me dire, je pense à d'abord mon boulot, quoi. Parce que en fait, c'est pas, je dis mon boulot, mais c'est une chance inouïe que j'ai, c'est que j'ai la chance, et je pense que, je sais pas si tu partages ce ressenti, mais on a une chance folle de faire les métiers qu'on fait. Moi, la plupart de mes potes d'enfance, ils subissent leur boulot.
Et donc, du coup, et même mes parents ont toujours, enfin, mes oncles et tantes, ils ont toujours subi leur boulot, etc. Et c'était une obligation. Et alors, en fait, le fait que, on est lundi matin, mon premier truc sur mon agenda, c'est de te parler, etc. pendant 1h30 en train de boire un super jus de fruits dans ce décor magnifique. Enfin, je pourrais absolument pas me plaindre. Et donc, c'est pour ça que j'aurais du mal à considérer que c'est un boulot. Mais, donc, toujours, c'est très important d'être hyper reconnaissant. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, c'est de se dire, pendant 10 premières années de ma vie d'adulte, tu vois, de mes 20 à 30 ans, je vais consacrer beaucoup de temps sur mon travail. J'ai la chance d'être très entouré par des copains. Pas très nombreux, mais une vraie bande de copains. Et des copains avant la notoriété, entre guillemets? En fait, j'ai pas de copains youtubeurs, etc. Enfin, si j'ai des copains, justement, j'ai pas d'amis que je vois toutes les semaines du milieu, tu vois. Parce que c'est pas mon truc, je juge pas ceux qui décident de tout mélanger, faire un gros melting pot, mais je trouvais ça plus simple d'avoir cette séparation-là. Enfin, je l'ai pas tellement conscientisé, mais ça s'est présenté comme ça. Et du coup, oui, sur le plan amoureux, tu vois, typiquement, c'est quelque chose. Enfin, souvent, je dis à mes potes, j'ai le sentiment d'avoir 45 ans sur le monde professionnel. Tu vois, j'ai une boîte, j'ai 20 personnes qui travaillent pour moi, etc. Et d'un autre côté, à côté, il y a la vie perso où j'ai l'impression d'avoir. J'ai des potes qui sont mariés, etc. Et moi, j'ai pas. Ouais, qui ont des enfants. Ouais, j'ai l'impression d'avoir 18 ans, tu vois. J'ai des histoires d'amour j'ai une vie amoureuse qui est lycéenne quasiment, enfin en tout cas étudiante, alors qu'à côté j'ai l'impression d'être un grand daron, tu vois. C'est quoi, t'arrives pas à rester longtemps c'est-à-dire en couple? Je peux pas imposer à quelqu'un ce rythme de vie-là, tu vois. Quand je me levais à 4h du mat et que le réveil, en plus c'est pas un réveil parce que je mettais 3 réveils et je craignais que d'un truc, c'est de pas me lever un matin et qu'on fasse Gaspard G, votre chronique. Tu vois, le youtubeur ne s'est pas réveillé ce matin. Voilà, c'est ça. J'ai trop de pression, je peux pas. En plus de ça, ça paraîtrait comme, je pense, n'importe qui, mais moi, on m'attendait vraiment au tournant. Ah oui, du manque de considération du média. Exactement. Donc, il fallait vraiment que j'ai 3 réveils. Et je peux te dire, c'était une sacrée fanfare. Je crois que mon voisin du dessus m'a détesté, mais du coup, je pouvais pas l'imposer à quelqu'un, c'était impossible. Donc, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est un petit exemple. Évidemment, c'est pas le sujet des réveils à 4h du matin, mais de manière générale, ça donne quand même un peu la ligne directrice où c'est compliqué pour moi d'imposer ces choix de vie à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, ta priorité, c'est pas ton couple, mais c'est ton travail. Voilà. En gros, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Après, j'en ai parlé récemment avec Ben Never, qui est un super podcasteur, youtubeur. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir, c'est super. Et Ben, il est devenu papa récemment. Ouais. Et je lui dis, en fait, moi, ça me fait peur ce boulot parce que j'ai peur de pas réussir justement à pouvoir pleinement me consacrer à ma famille si un jour, parce que j'ai quand même envie d'avoir des enfants, tu vois, j'ai envie d'avoir une vie comme ça, quoi. Enfin, une vie, j'allais dire la vie normale. Non pas que avoir des enfants soit la normalité, mais le schéma. Ce schéma-là me déplairait pas. J'aimerais que ça m'arrive. Et du coup, je lui en parle et je lui dis, mais en fait, nos métiers sont trop prenants pour ça. Est-ce que c'est pas dur d'imposer ça à une famille, d'imposer ça à des gamins, d'imposer ça à un partenaire ou une partenaire de vie? Et lui me dit, au contraire. On a des jobs qui sont extraordinaires là-dessus. On peut se consacrer pleinement et faire des pauses et pouvoir aussi réadapter nos agendas, etc. Et Claire Chazal, pareil, j'en ai parlé de ce truc-là et elle me disait que en fait, moi dans ma tête, Claire Chazal, c'était la meuf qui devait trop bosser pour pouvoir être présente pour son fils. Et en fait, elle m'a dit, mais pas du tout. En fait, moi, je travaillais le week-end. Et du coup, la semaine, j'étais cette mère hyper disponible. Je faisais les devoirs avec mon gamin. J'allais l'emmener au judo, etc. Et j'ai kiffé ce En fait, je pense qu'il y a plein de modèles différents. J'avais entendu aussi une interview. Enfin, c'était Alicia Laroche-Joubert qui avait pris la parole. Je sais plus à quelle occasion c'était. Je crois que c'était une réunion de l'UMIC. Et elle expliquait que elle avait un peu sacrifié sa vie de famille, mais qu'elle était très alignée avec ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a plusieurs modèles. Mais c'est vrai que nous, le fait de pouvoir organiser aussi notre emploi du temps peut déterminer le moment à partir duquel tu as envie de créer ta famille et comment tu peux t'organiser autour de tout ça. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens de notre écosystème, parce que c'est des boulots passion, parce que c'est des boulots qui sont hyper prenants. Le média, c'est aussi comme ça s'arrête jamais. Qui ont fait ce choix un peu sacrificiel de s'arrêter à un moment donné, enfin pas de s'arrêter, mais de justement de dire bon bah tant pis, voilà, mes enfants je les verrai pas et je les ferai élever par quelqu'un d'autre, quoi, enfin quasiment une nourrice ou quelqu'un qui s'occupe d'eux. Bon, moi c'est pas tellement la vision que je m'en fais, mais j'aspire quand même à essayer d'avoir cet équilibre-là de manière plus importante. Mais là, tu vois, j'accepte volontiers d'être dans une espèce de sprint de vie pendant 10 ans. Et d'essayer de cocher un maximum de cases pour avoir la liberté d'arrêter. À 30 ans, dans 3 ans, on se refait une petite TV, je vois où t'en es. Parce que du coup, tu seras papa, tu pousseras ton landau, t'auras des jumeaux. Du coup, chaque année, je me dis, putain, mais ça arrive
beaucoup. Ça arrive dans un an de moins. Ça arrive vite. Et t'as des hobbies en dehors de, tu vois, de notre métier? Est-ce que, je sais pas, tu fais du sport, tu dessines, tu fais des puzzles, j'en sais rien. J'essaye d'avoir de plus en plus de hobbies. Mais c'était un peu, en vrai, c'était un petit sujet. Enfin, un petit sujet. C'est pas, il y a plein de problèmes compliqués dans la vie. Celui-là n'en est pas un, mais c'était un vrai questionnement personnel parce que quand ta passion devient ton métier, il faut te retrouver des passions. Et comme moi, ma passion, elle me prend de 9h à 20h tous les jours, derrière, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, il a fallu réoccuper mes week-ends, etc. J'aime jouer un peu de musique, un peu de piano et un peu de guitare. Ça me plaît bien. J'essaye de me mettre un peu dans ce truc-là. Il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé. Ah, vas-y. Ouais. Je sais pas de quoi tu vas parler. Écoute, j'ai un petit message à te faire écouter. Salut Alix, salut Gabou. Je suis très contente que tu passes dans le clic déjà parce que j'adore cette émission. Je trouve que c'est un super format, donc c'est trop cool. Et je voulais te dire une énième fois que je suis extrêmement fière de toi, de tout ce que tu fais. Je suis ta fan numéro 1 depuis toujours et pour toujours, et ça tu le sais. Je pense que je sais à peu près tout de toi. Mais je voulais te poser une question aujourd'hui, puisque tu as fait du théâtre, qu'aujourd'hui tu es hyper pointu sur la qualité de tes vidéos, que tu aimes prendre la parole en public et raconter des histoires. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu voulais faire un jour du cinéma ou de la réalisation devant ou derrière la caméra? Mais du coup, est-ce que tu t'es déjà intéressé à ce milieu? Je pense que je t'ai jamais posé cette question. Et voilà, je vous fais des bisous. Céleste, qui est ma petite sœur. En fait, c'est ma sœur et mon frère, ça a été on est une fratrie de 3. Et c'était mes premiers acteurs. Tu vois, parce que je faisais un peu de trucs sur les jeux vidéo, mais il y avait aussi le caméscope familial, etc., où on faisait des petits films de famille, quoi. Ouais. Je les mettais en scène, etc. Et du coup, peut-être que c'est pour ça qu'elle dit ça. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais d'abord faire de la réal et faire du cinéma, de la fiction, etc. Pas tellement être acteur. Ça, c'est pas... la direction d'acteur m'intéressait, mais je pense pas que je sois un très bon acteur. En revanche, c'est vrai que j'aime beaucoup le théâtre, j'aime l'expression scénique, ça me plaît beaucoup. Du coup, pour répondre à ces questions, j'aimerais bien peut-être un jour... j'aimerais bien faire de la scène. Moi, j'aimerais bien incarner quelque chose, essayer de proposer un truc sur les planches, ça m'intéresserait. Mais pas tout de suite, tu vois. Genre chaque combat en son temps, chaque étape par étape, quoi. Non, et j'aimerais bien aussi peut-être un jour réaliser un film ou quelque chose, ou un doc un peu plus personnel, etc. Donc peut-être j'y retournerai. Et pour l'anecdote, du coup, tu me parlais de mes hobbies tout à l'heure, mais j'ai repris un prof de théâtre là il y a une semaine, et du coup qui m'accompagne et qui me donne plein de tips, etc. Tu vois, elle mettait dans le mille. Ouais, mais alors que je n'en ai pas parlé. Mais Céleste, elle a un potentiel star inexploité. Et j'espère qu'un jour, elle pourra, je sais pas, parce qu'elle chantait très bien quand on était enfant. Et j'étais un peu fan, en fait, de mes frères et sœurs, donc c'est pour ça, c'était ma première... Ta star, quoi. Ma première star, tu vois, à filmer. Ouais. Écoute, merci, ça fait plus d'1 heure qu'on papote. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter qu'on n'aurait pas abordé? Écoute, non, c'était hyper intéressant. Mais est-ce que vous prenez la carte vitale? Oui, tout à fait. Vous verrez avec ma secrétaire en sortant. D'accord. Non, mais c'était super. Merci beaucoup pour ce moment. C'était hyper doux, et t'as une manière aussi d'amener les invités de manière très délicate, donc merci pour ça. Merci. Moi, j'ai passé un super moment. J'étais ravie qu'on puisse en apprendre aussi un peu plus sur toi, et un peu plus parce que c'est vrai qu'on se croise de temps en temps, mais ça reste des discussions très superficielles. Donc là, c'était chouette de pouvoir aller un peu plus loin et aussi sortir des interviews que tu peux faire, qui sont surtout très business. Voilà, moi, je voulais pas aller forcément là-dessus et connaître Gaspard derrière Gaspard G. Et je pense que trop bien. Les gens qui regardent, en tout cas, j'espère que si vous suivez Gaspard, vous avez appris à le connaître un peu mieux dans l'interview. Vous me dites ça dans les commentaires. Je vous mets les réseaux de Gaspard ici, les miens juste là, et je vais essayer de faire une barre d'infos hyper complète avec toutes les ressources, tout ce dont on a parlé, tous les créateurs, toutes les vidéos, pour que vous puissiez tout retrouver. Donc rendez-vous dans la barre d'infos. Et j'ai une petite tradition à la fin, c'est que tu cites un créateur ou une créatrice, une personnalité qui tu veux, que tu aimerais bien voir à ta place pour se confier. Et comme ça, moi, je slide dans les DM et je propose une petite invitation. Tu voudrais pas avoir Alexia Laroche-Joubert? J'aimerais beaucoup avoir Alexia Laroche-Joubert. Tu sais quoi? On fait ça, parce qu'on parlait pour l'anecdote d'Alexia juste avant. Alexia Laroche-Joubert, peut-être présenter qui c'est, mais en 2 mots, mais c'est grande productrice française qui a été celle qui a été derrière Love Story et La Starac, notamment.
Et je pense que ça pourrait être... elle aurait plein de trucs hyper intéressants. J'adorerais, et je trouve le challenge très intéressant parce qu'elle a fait aussi beaucoup de formats interviews. Il y a eu aussi toute la série culte, bon bien sûr qui est un peu romancée, mais c'est très intéressant et j'aimerais bien aller un peu plus sur le... Alexia, voilà, sur ce pan-là. Ce serait hyper intéressant. Eh bien, écoute, j'attrape, regarde cette paire, je l'attrape. Tu la prends bien. Et je vais tenter de me préparer, d'envoyer un petit mail après cette interview. Bon, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on se retrouve très très vite. À bientôt. Ciao!